Pour planter le décor. Tout a commencé il y a très longtemps, j'avais à peine 15 ans. C'était en 1968, l'année de tous les bouleversements. À l'époque, j'étais profondément troublé par ce courant électrique qui me traversait littéralement le corps à la vue de toute fille. Ce n'était plus le temps du sentiment idéal, mon amour fou pour Vava, mais celui de tous les désirs. Disons le nez du sexe. J'étais en feu du matin au soir, je me questionnais terriblement à propos de la nature de ce trouble, espérant que son intensité baisserait avec le temps. Malheureusement, aujourd'hui, à 44 ans, je peux dire que l'affaire est encore au même point. La seule différence, c'est que si en 1968, j'ignorais la raison de cette fièvre, je commence à mi-vie à entrevoir vaguement une tentative d'explication. Si le sexe est sain, il n'est pas innocent. Les barbares. J'étais assis tranquillement sur la galerie de mon oncle André à Petit Gouave, où je passais mes vacances estivales, quand la DIP s'est arrêtée à 1 mètre de moi. 4 filles sont descendues promptement de la DIP verte et sans même me jeter un regard, elles se sont dirigées vers le fond de la cour. L'étonnement passé, je leur ai emboîté le pas pour les découvrir en train de se baigner à moitié nus dans le grand bassin d'eau glacée de mon oncle. J'avais l'impression d'assister à une scène primitive. Je restais figé, les bras ballants près de la porte. À un moment donné, elles m'ont repéré et plutôt que de se couvrir les seins, elles se sont mises à rire. Un rire étrange, à la fois sensuel et moqueur. Je ne connaissais aucune fille de ce genre. Ma sœur et mes cousines semblaient bien différentes. Je vivais tranquillement à la fin d'une très longue enfance. Tout à coup, ce brusque virage, un nouveau monde s'ouvrait brutalement à mes yeux. Je les regardais fasciné, oubliant presque la nudité de leurs seins, et quels seins, pour ne m'intéresser qu'à la liberté de leurs mouvements. Elles ne semblaient vivre sans aucune contrainte, et pour moi à l'époque, comme aujourd'hui d'ailleurs, c'était tout. Les seins. Cela fait plus de 30 ans que je me demande de la façon la plus sérieuse du monde, pourquoi les seins? Il y a les yeux c'est tout de même bien. Les oreilles, ça n'intéresse que les pervers. La bouche et la langue à l'intérieur de la bouche. Les mains, très compliquées. Les pieds, je sais qu'il y a des amateurs. Les fesses, je crois que les fesses méritent qu'on s'y arrête, mais ce sera pour une autre fois. Et les seins. Pourquoi est-ce que j'attache une si grande importance à ces protubérances mammaires? Des glandes après tout. Voilà donc l'une des questions essentielles auxquelles je n'ai pas encore trouvé de réponse. La mort du père. Un matin, le pays s'est réveillé sans père. Papa Doc, qui nous dirigeait d'une main à la fois ferme et osseuse, gisait sans vie sur un petit lit de camp installé dans son bureau. On ne savait plus ce qu'il fallait faire. Je voyais les adultes partager entre l'horreur sacrée de la mort du père et cette joie démente qui accompagne la fin de toute dictature. La possibilité d'une vie nouvelle. Malheureusement, il avait pris la précaution de nommer un successeur, son fils. Le temps du fils. Un fils peut-il diriger des fils? Si le père avait institué le régime sévère de la peur, avec le fils, la décadence s'est installée. Le père ne voulait rien entendre du sexe. Il avait formé un corps, la police des mœurs. Pour lui, le sexe était le péché absolu, le meurtre plutôt encouragé. Le fils, lui, ouvrait les portes de la maison à la musique étrangère, le jazz, le rock, à la coiffure afro, au cinéma porno, aux films violents, les westerns italiens et à la drogue. C'était mon époque. La modernité. La modernité est une invention de ces filles que j'ai vues à Petit Gouave dans la cour de mon oncle. Elles et leurs semblables ont été les premières à monter aux barricades pour faire la guerre au monde ancien. On n'était pas seulement contre Duvalier, mais aussi contre tous les autres, les vieux, ceux qui écoutaient cette musique très lente, boléro ou slow, si vieillotte, si sirupeuse, un peu comme leur sang, le sang des adultes. Ceux qui savent où ils vont, c'est-à-dire vers la retraite, circulent toujours lentement. On était autant contre eux que contre Duvalier. La dictature est une culture. La musique nouvelle. Un matin, un type passe devant un fleuriste. Il trouve à la fois étrange et intéressant le nom de la boutique, Tabou Fleurs. Il cherchait un nom pour son nouveau groupe. Il a déjà refusé tous les noms folkloriques. Il voulait quelque chose de neuf. Ce sera Tabou Combo. Et c'était parti. On avait trouvé un groupe Tabou. Et c'est à ce moment que les filles ont fait leur apparition. On ne s'attendait pas à cela. Elles sont arrivées, colorées, agressives, libres,
les filles de l'asphalte, les types de tabous ont dû inventer une musique qui pouvait plaire à de telles filles et c'est devenu le style de notre génération. L'Amérique, on en a profité pour rompre avec la musique yéyé française et créer une musique plus proche de notre vie quotidienne. Nous nous sentions, à la vérité on l'était, tellement différents au cœur de cette flore et de cette faune américaine. Je parle du continent, du jeune existentialiste français avec son polo noir et un bouquin de Sartre sous le bras. Nous voulions danser, avoir beaucoup d'argent gagné sans effort, sortir au bras de filles fantastiques et bien sûr rouler dans des voitures rutilantes. Le rêve hollywoodien. Cela ne nous intéressait pas, contrairement à nos parents, de nous esquinter les yeux à lire Flaubert, Zola ou Proust. Pour la première fois, New York nous semblait curieusement plus proche de Port-au-Prince que Paris. Nous pensions plus à notre corps qu'à notre tête. L'exil. Nous vivions dans un pays où tous les intellectuels, écrivains, journalistes, médecins, ingénieurs, avocats, poètes avaient été soit jetés en prison, fort dimanche, soit expédiés en exil. Tous ceux qui tentaient de faire face à Papa Doc, les autres étaient partis d'eux-mêmes. Nous nous sommes retrouvés seuls face à la puissante machine de propagande d'une des dictatures les plus corrompues de la planète. Papa Doc s'est occupé de notre esprit, nous faisant croire qu'il est un être immatériel, et Baby Doc de notre corps, nous gavant de plaisir. Les adultes restés dans le pays étaient redevenus à nos yeux des enfants. Mon univers mental. Je suis né en 1953, j'avais donc 4 ans quand Papa Doc est arrivé à la présidence en 1957 et les deux Duvalier, père et fils, sont restés au pouvoir jusqu'en 1986. Je suis donc un enfant de ce régime. Durant mon enfance et mon adolescence, et cela jusqu'à l'âge de 23 ans, date de mon départ d'Haïti, je n'ai pas connu autre chose que le monde inventé par Duvalier. Un univers étrange. Éducation. J'ai vu à un moment donné tous les adultes autour de moi, des professeurs, des prêtres, des médecins, des ministres du gouvernement, des philosophes, des colonels de l'armée, des ingénieurs, des religieux, se mettre à plat ventre devant le dictateur. C'était cela, notre véritable éducation, et non les livres qu'on nous obligeait à apprendre par cœur. Le mensonge. Ils, les adultes, n'imaginaient pas qu'on les regardait vivre pour savoir comment faire à notre tour. Ils mentaient sans cesse pour défendre leur vie, nous protéger, conserver leur emploi. Mais quelquefois, la nuit, on les entendait dire le fond de leur cœur. Et c'était si totalement différent de leur comportement diurne que cela nous rendait perplexes. On concluait qu'il fallait mentir le jour et ne dire la vérité que la nuit. Sans père. La plupart de mes amis et moi aussi n'ont pas connu leur père, mort en prison ou en exil. Nous avons été élevés par nos grands-mères, nos mères et nos tantes, des hommes sans femmes, des enfants sans père. Duvalier pouvait ainsi aisément nous faire croire qu'il était notre père. L'argent. C'est simple, un petit groupe de gens possède dans ce pays tout l'argent disponible et comme on le sait, avec l'argent, on peut tout acheter, les êtres et les choses. Alors les filles et les gars se servaient de leur corps pour se payer des trucs, vêtements, repas dans les restaurants chics, soirées dans les boîtes de nuit de Pétionville, drogue, bijoux, voyages. Le sexe comme monnaie d'échange. C'est sur ce modèle qu'on inventera plus tard la carte de crédit. La corruption. La mère gardait la fille à la maison, lui donnant cette éducation stricte d'une époque révolue. Aucun contact avec les garçons de son âge, le respect des adultes tempéré par une méfiance maladive des hommes de 7 à 77 ans. La maison vivait calmement sous cet ordre. Une morale rigoureuse, jusqu'à ce qu'un beau jour, la jeune fille rentre de l'école pour trouver sa mère en larmes, faillite totale, plus un sou dans la maison, des dettes impossibles à éponger, la faim, quoi. La fille vivait jusqu'à présent sur un nuage rose, ses pieds ne touchaient jamais la boue de la réalité, ces jolis petits pieds que sa mère avait tant pris soin de ménager. Ma fille ne connaîtra jamais ce que j'ai connu, qu'elle disait. La vie cachée de cette femme qui se prostituait pour épargner la dure réalité à sa fille. Maintenant, tout est terminé. Le spectacle est fini. Rideau. Entre deux sanglots,
La mère donne à sa fille un coup accéléré sur la vraie vie et la voilà obligée de sortir dans la rue, à la rue, dont elle ignore les règles de survie. La veille, c'était la parfaite étudiante des Sœurs de la Sagesse, une école religieuse très stricte, aujourd'hui une demi-prostituée. La guerre. Après un moment d'étonnement, la fille prendra rapidement la mesure de la rue, ses règles, ses codes, ses secrets, son langage et surtout la nouvelle morale. Sa mère se cachait, elle affrontera les hommes à visage découvert. Elle se fera piétiner un moment, mais elle apprendra vite, sauf qui peut. Elle apprendra surtout à ne se faire aucune illusion. Il n'y a pas d'avenir. Tout se passe au présent, à l'instant même, et tous les coups sont permis. Et donner, c'est la guerre.